Nous passons maintenant à la seconde intervention. Pierre Briand est un ancien de la maison, professeur au Collège de France, et sans contredit le plus grand spécialiste d'Alexandre. Et c'est justement d'Alexandre ou de l'attribution à Alexandre du sarcophage trouvé à Sidon en 1887 et son périple de Sidon jusqu'à Constantinople, jusqu'à Istanbul, au musée impérial, qu'il va nous parler. Je vous invite, Pierre Briand, à prendre le pupitre. Ah oui. Mesdames et messieurs, chers collègues, je voudrais tout d'abord dire mon plaisir de prendre part à cette journée d'études et remercier Edem Bey pour son invitation. À sa demande, mais sans contrainte aucune, je vais introduire un monument particulièrement prestigieux trouvé dans la nécropole royale de Sidon en 1887, puis transporté au musée impérial d'Istanbul, où il trône toujours au premier plan, dans ce qui est aujourd'hui le musée archéologique. Il fait également la couverture d'un guide récent du musée. Un chapitre y est dédié à la nécropole royale de Sidon et il est pourvu de magnifiques photographies du sarcophage dit d'Alexandre, une appellation très ancienne, puisque, je ne sais pas si vous le voyez sur la photographie ancienne en haut à gauche, en bas à gauche, il y a une appellation sarcophage dit d'Alexandre. Comme je n'ai pas du tout l'intention de faire ici un exposé exhaustif sur les différentes représentations figurées que porte le sarcophage sur chacune de ses faces, et encore moins sur les multiples commentaires qui ont été produits depuis la découverte jusqu'à aujourd'hui. Comme y convie tout naturellement l'intitulé donné par Edem Edem à la journée d'études, et comme le suggère mon titre, de la nécropole au musée, j'engloberai dans mon propos et le monument proprement dit et sa réception au moment de la découverte et dans les années qui ont suivi, avec des flashs brévissimes sur des discussions plus récentes. Bien sûr, replacé dans le contexte de la nécropole royale de Sidon et dans l'histoire des réflexions sur l'histoire d'Alexandre et sur l'histoire de ses représentations figurées, le sarcophage mérite à lui seul une communication, sachant bien sûr aussi que la mienne vient après quelques centaines d'autres. Mais le monument occupe aussi une place stratégique dans le contexte politico-culturel des rapports entre l'Empire ottoman et les puissances européennes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, une fois surtout que le sarcophage dit d'Alexandre, avec tous les autres, mais à une place privilégiée, eût été disposé dans le musée impérial d'Istanbul-Constantinople. Ces problèmes ont été souvent abordés dans années récentes et ont été d'ailleurs introduits à nouveau tout à l'heure par Edem Edem. Je ne citerai ici que deux ouvrages absolument passionnants qui m'ont été particulièrement utiles. L'ouvrage collectif dirigé par Zerab Barani, Zeynep Çelik et Edem Edem, qu'on pourrait traduire par La course au passé, une histoire de l'archéologie dans l'Empire ottoman 1953-1914, et l'ouvrage de Zeynep Çelik, Politique et archéologique dans l'Empire ottoman, où il est beaucoup question du sarcophage, en particulier dans le chapitre 2 intitulé Scholarship and the Imperial Museum. Mais commençons par le début, à savoir la publication, en 1992, des deux magnifiques volumes de la nécropole royale de Sidon, le second volume étant constitué de planches photographiques et de relevés de couleurs, de dessins relevés de couleurs, comme vous pouvez le voir sur l'écran en bas à droite. J'y reviendrai. En fait, 1892 ne marque pas le début de l'histoire, puisque les discussions ont commencé dès le jour ou le lendemain de l'annonce d'une découverte extraordinaire faite à Sidon. Non pas à la suite d'une fouille, mais plus communément à la suite d'un coup de pioche d'un ouvrier à la recherche de pierres de construction. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est alors, pour la première fois en 1892, que les savants du monde entier eurent accès à une présentation exhaustive des différents sarcophages à leur découvert, et singulièrement, pour ce qui me concerne ici, du sarcophage d'Alexandre. Et cette présentation est signée, ou plutôt co-signée, par celui qui alors est déjà un personnage considérable du haut personnel de l'Empire, Hamdi Bey, qui s'adjoignit la collaboration de Théodore Reynac. Avant de revenir plus longuement sur cette publication et sur ses préliminaires, quelques mots d'introduction sur les auteurs ne seront pas inutiles, même si dans cette salle, nombreux sont ceux et celles
qui les connaissent pour les avoir fréquentés assidûment. J'ose à peine ici évoquer, devant Edem Eldem, mais comment faire autrement, la stature d'Osman Hamdi Bey, à la personnalité et à l'activité duquel notre hôte du collège a consacré des volumes et des articles fondamentaux, dont vous avez ici des couvertures de 2 volumes récents. Tout d'abord, l'ordre fondamentaux fondés sur les notes d'Hamdi Bey lui-même, tout d'abord lors de sa mission en Irak auprès du gouverneur Midad Pacha, dans le contexte d'un projet qui sentait bon le colonialisme éclairé et se rapprochait d'une version ottomane de l'expédition d'Égypte, écrit Edem Eldem. L'autre livre, à gauche, en haut à gauche, est l'édition du carnet de voyage d'Hamdi Bey, rédigé au cours de sa mission au Nimrouda en 1883. Vous l'apercevez d'ailleurs ici, nonchalamment allongé sur une statue, la tête d'une statue d'un roi de Commagène. Et ce carnet de voyage donna naissance au premier rapport de fouilles rédigé par des sujets ottomans, en l'occurrence par le directeur du musée impérial et un de ses collaborateurs, le sculpteur Ozgan Efendi, citation Edem Eldem. La vie et l'œuvre d'Hamdi Bey nous sont connues aussi par les nombreuses notices nécrologiques qui parurent dans toutes les revues du monde savant, par exemple dans la revue archéologique de 1910, sous la signature de Salomon Renac, d'où est extrait le portrait ici reproduit. Sur la suggestion du directeur du musée impérial, Salomon Renac avait fait paraître en 1882 un catalogue du musée, et dans toutes ces années, il donna beaucoup de nouvelles des fouilles de Sidon dans ses fameuses Chroniques d'Orient, réunies en 2 volumes en 1991 et 1996, dont le sous-titre mérite d'être cité in extenso, Documents sur les fouilles et découvertes dans l'Orient hellénique. Salomon Renac raconte qu'en 1889, Hamdi Bey vint à Paris, qu'il connaissait fort bien au demeurant, songeant à trouver un collaborateur pour publier les fouilles de la nécropole. Trop occupé, écrit Salomon Renac, je déclinai son offre. Mon frère Théodore les accepta. Il partit pour Constantinople. Il en résulta la belle publication que l'on sait. Grâce donc à Hamdi Bey, l'école française d'Athènes fut très bien représentée à Istanbul dans ces années-là, puisque plus tard, Gustave Mandel en fut également issu. Directeur du musée impérial, Hamdi Bey l'est depuis 1981, installé depuis l'année précédente dans le kiosque des céramiques, en bas à droite. Ce musée a succédé à un premier musée très sommaire qui, en 1852, avait été organisé, si on peut dire, dans l'ex-église byzantine Saint-Irène, et ce musée avait obtenu en 1969 le statut de musée impérial. Nommé directeur du musée, Hamdi Bey entendit l'enrichir en menant des campagnes de fouilles dans différentes régions de l'Empire, voulant faire de musée une sorte de microcosme impérial, tout comme, si je peux me permettre la comparaison, la variété infinie des arbres et des plantes réunis dans les paradis des grands rois ou dans les jardins de Versailles exprimait l'immensité du pouvoir du roi des rois et du roi Soleil. Cette fondation et cet enrichissement du nouveau musée allaient de pair avec des réglementations de plus en plus strictes concernant les fouilles et la propriété des objets trouvés lors des excavations. Vous avez à l'écran, en bas à gauche, l'article 1 du règlement de 1869 qui proclame que toute demande d'autorisation pour faire des fouilles dans les États de Sa Majesté impériale le Sultan devra être désormais adressée au ministère de l'Instruction publique et nulle part il ne pourra être fait de fouilles de cette nature sans une autorisation officielle. Ces réglementations furent précisées et amplifiées en 1814, puis en 1884, cette fois à l'initiative d'Hamdi Bey, ce qui lui fut beaucoup reproché par ses amis européens, y compris Salomon Renac et Ernest Renan, celui-ci voyant même, je cite, « un événement des plus malheureux pour toutes les sciences qui tiennent à l'histoire et à l'archéologie ». Ces positions tranchées ne sont pas propres à l'archéologie de l'Empire ottoman. Un an exactement avant la découverte de la nécropole de Sidon, à Suse, en février 1886, Jeanne de Lafoy se plaignait amèrement du règlement qui les obligeait, elle et son mari, à Marcel du Lafoy, qui les obligeait à laisser la moitié des objets aux autorités persanes. Il est désespérant, écrit-elle, il est désespérant de penser que les greniers du Shah vont s'emplir de trésors uniques au monde. Chacun comprenait par là que les Persans étaient bien incapables de saisir et d'apprécier la valeur artistique et documentaire des archers de Suse, destinés
tout naturellement à être conservé dans un musée européen, en l'occurrence le Louvre. Je n'insiste pas plus sur le détail et le contexte des décisions susdites et des discussions afférentes qui sont traitées avec précision dans les deux ouvrages que j'ai brièvement présentés au début de mon intervention, sur lesquels on reviendra, si je comprends bien, et Meldem tout à l'heure. Mais il était nécessaire d'en présenter l'esquisse au début de mon intervention. Il était d'en présenter l'esquisse au moment même d'aborder les fouilles de Sidon et leur suite, tant les découvertes de Sidon, et singulièrement celles du sarcophage d'Alexandre, ont tenu une place stratégique dans la politique menée par Hamdi Bey, tant en sa qualité d'archéologue qu'en sa qualité de directeur du musée impérial. Hamdi Bey a su au mieux utiliser ces objets de prestige dans le cadre d'une politique d'une grande constance visant à faire de l'Empire ottoman une nation fière et jalouse de son passé et soucieux de s'égaler aux capacités muséales des puissances européennes. Hamdi Bey ne le cache pas dans l'introduction de la publication de 1892, où il écrit, je cite, « Partout, les autorités provinciales, se confirmant aux ordres du souverain, se sont mises sérieusement au service de la cause archéologique, et c'est grâce à des mesures aussi sages qu'équitables que les merveilles de l'art antique auxquelles nous consacrons ce volume sont entrées intactes au musée impérial, au lieu d'être mises en pièces, comme tant d'autres, pour être vendues morceau par morceau aux touristes, aux étrangers. » En d'autres termes, le sarcophage d'Alexandre ne vaut pas simplement par les lumières érudites qu'il a permis de jeter sur le passé alexandrin ou post-alexandrin, il tire son importance également des liens étroits que sa découverte et sa mise en valeur au musée ont entretenus avec le présent ottoman qui sut phagocyter le passé hellénique pour sa plus grande gloire. La manière dont Constantinople fut avertie des découvertes de Sidon illustre parfaitement bien l'efficacité de l'administration impériale dès lors que la volonté politique s'exprimait sans détour. Informé en mars 1887 de la découverte fortuite de sarcophages, le gouverneur du Vilayet avait chargé d'une mission exploratoire l'ingénieur de sa circonscription. Le rapport très développé qu'il reçut en retour contenait une description de plusieurs sarcophages, dont celui qui sera désigné bientôt comme le sarcophage d'Alexandre, sur lequel l'ingénieur décrivait, même très sommairement, une scène de bataille, une scène de chasse, sans manquer de noter l'existence de plusieurs dessins de différentes couleurs assez ternis. En avril, Constantinople chargea Hamdi Bey d'y mener les fouilles et d'envoyer les objets bien conditionnés dans la capitale. Pour cela, accompagné de son ami Démosthène Baltasi, également très lié à Salomon Reinach, avec lequel il échangeait une correspondance suivie, Hamdi Bey disposait de fonds qu'il perçut à Smyrne, car d'après le Moniteur oriental, une délégation a été donnée à Hamdi Bey sur le vilayet d'Aïden pour épuiser les sommes nécessaires aux travaux. Si je comprends bien, ce sont donc les contribuables du district d'Aïden qui ont financé les fouilles de la nécropole phénicienne. Les circonstances des découvertes et du transport des sarcophages à Constantinople sont précisées en grand détail par Hamdi Bey dans la première partie, en haut, la première partie de la nécropole royale. Vous voyez que pour sortir les sarcophages de leur caveau, il fallut creuser un tunnel, suivi d'une sorte de chemin de bois, grâce auquel ils parvinrent jusqu'au rivage et d'où ils furent chargés sur le bateau. Ici, vous avez en haut à droite, ici, la sortie du sarcophage numéro 7, où vous reconnaissez, peut-être pas directement, mais à droite, j'ai mis l'équivalent, donc le petit côté nord du sarcophage, où le couvercle qui lui-même pèse 10 tonnes a été enlevé, tout cela étant entreposé d'une manière temporaire dans un jardin de la résidence. Vous avez ici le couvercle en bas à droite du sarcophage des Pleureuses. C'est là, on peut dire, une belle illustration de l'efficacité de l'ingénierie ottomane. Pour recevoir dignement de tels monuments, le gouvernement impérial fit agrandir le kiosque des céramiques à partir de septembre 1987. C'est là que doivent prendre place les sarcophages découverts à Saïda, dont on attend toujours la publication, remarque Salomon Reinach, avec une certaine impatience dans l'une de ses chroniques. Cette salle nouvelle fut inaugurée et ouverte au public le 13 juin 1891. Il est important de remarquer que, selon la suggestion de Hamdi Bey, on choisit comme modèle pour le nouveau bâtiment le sarcophage des Pleureuses. Vous avez, non,
pas là, qui est, je sais pas où il est. Voilà, pardon, excusez-moi, comment on est en arrière? Ici. Donc, faut se voir au bâtiment choisi comme modèle le sarcophage des Pleureuses, dont le directeur pensait qu'il était un exemple typique de style classique, parfaitement adapté à ce qui devait être aussi une forme de mausolée, un lieu de mémoire. Ce fut d'ailleurs un succès, si l'on en juge par l'avis de Salomon Reynac, qui a écrit en 1993, je cite, « Aucun musée de l'Europe ne présente rien de comparable à la salle de sarcophage. C'est un éblouissement. Et tout cela est bien éclairé, sans décoration tapageuse, disposé avec un goût irréprochable, au point de suggérer des comparaisons désobligeantes pour des musées qui ne sont pas turcs, et les éloges ne cessèrent d'être publiés dans les revues et journaux du monde entier, y compris bien sûr dans les journaux turcs. Il fallut attendre un an de plus pour voir l'apparition de la nécropole royale. Entre-temps, n'eurent accès au sarcophage que ceux qu'Hamdi Bey voulut bien autoriser à le faire sous sa conduite. Pour autant, des discussions n'ont pas manqué entre 1987 et 1992. Le rythme des publications relatives à notre sarcophage s'est même accru d'année en année, comme le montrent les bibliographies présentées par Hamdi Bey et Reynac en 1992, à gauche, relativement simples et condensées, et plus encore celles publiées par Gustave Mandel dans son catalogue de 1912, qu'il s'agisse d'études dans des revues savantes ou d'innombrables articles parus dans les journaux quotidiens ou périodiques, ce dont rendent compte également les chroniques d'Orient de Reynac. Vous voyez ici que dans le catalogue de Mandel, vous avez 4 pages en caractères extrêmement serrés, à peine lisibles d'ailleurs, de bibliographie qui renvoient à toutes les revues et journaux du monde entier qui ont introduit ou qui ont parlé du sarcophage dit d'Alexandre. Je parlerai désormais du sarcophage d'Alexandre, tout le monde sachant qu'il est dit d'Alexandre. Bien, tous ceux qui purent les voir dans le contexte de la découverte ou par permission spéciale d'Hamdi Bey furent frappés, ou du gouverneur, furent frappés par la beauté unique du sarcophage et on le reconnut immédiatement ou presque le personnage d'Alexandre, qu'il s'agisse de la grande bataille sur l'un des grands côtés ou d'une scène de chasse au lion sur l'autre grand côté. Sans oublier d'ailleurs les petits côtés et le tympan. On pourrait faire des communications sur chacune de ces figurations, ce que je ne ferai pas, vous l'avez compris. J'y reviendrai tout de même. Voici par exemple les impressions du révérend américain Eddy, qui seul parmi les Européens, dit-il, put pénétrer dans les caveaux dès l'annonce de la découverte et avant que les entrées ne soient scellées. Il est frappé, écrit-il, vous avez le texte anglais sur la gauche, il est frappé, écrit-il, par ce qu'il appelle the chief sarcophagus, bien supérieur aux autres en raison de la complétude de la variété des scènes, de l'expression graphique des diverses passions, de la minutie du détail et de la belle préservation des couleurs des portions peintes. De son côté, citant un journal libanais par l'intermédiaire du Moniteur oriental du 25 mai 1987, Salomon Reynac vante lui aussi les qualités exceptionnelles de notre sarcophage en écrivant, vous le voyez, il se distingue par sa sculpture artistique d'une beauté incomparable. On voit sur ses 4 côtés des groupes de cavaliers armés dans l'élan du combat. Plus haut, on voit également, mais de moindre dimension, d'autres groupes de cavaliers et de piétons, quelques-uns admirablement coloriés au rouge, mais tellement beaux et artistiquement disposés en relief que l'on peut que s'extasier dans la contemplation de ces sculptures que le plus grand maître ne réussirait pas d'imiter sur la cire même. Mais bien entendu, tout en gardant jalousement la clé du trésor dont il se considérait comme l'inventeur et le dépositaire, même sous l'autorité suprême du sultan, Hamdi Bey lui-même intervient directement en direction du public savant bien avant la publication finale, comme en témoigne son article de la revue archéologique de 1987, où il donne un plan, et j'ai ajouté en rouge la situation du sarcophage numéro 7, sarcophage d'Alexandre, dans le caveau numéro 3, entouré par 3 petits sarcophages que dans la publication on appellera les sarcophages compagnons. Il y annonce que cette riche nécropole sera l'objet d'une monographie développée. Une partie du contenu est à la veille d'être expédiée au musée impérial de Constantinople. Il réaffirme la politique de la porte face à certaines prétentions européennes. Je cite, « Ce qui est désolant, c'est que de soi-disant Européens représentant à Saïda certaines grandes puissances, dans leurs propres intérêts animés du plus grand esprit mercantile,
se mettent à la tête de cette dévastation. Je n'ai pas manqué de prendre des mesures administratives les plus sévères afin de mettre un frein à cet état de choses déplorable. C'est précisément ce dont s'était plaint le révérend Eddy quelques semaines plus tôt, en prétendant que justifier cet état général, l'interdiction n'avait pas en fait empêché un musulman de s'emparer d'un bras de statue. En vérité, d'autres parties du sarcophage étaient aux mains de commerçants étrangers, telle cette tête de cavalier casqué possédée par un marchand d'antiquités français de Saïda, qu'Hamdi Bey sut récupérer grâce à la très courtoise diligence du comte de Montebello, alors ambassadeur de France à Constantinople. Lors d'un dîner officiel à la résidence, l'ambassadeur eut l'esquisse délicatesse de disposer sous la serviette de son invité la tête du cavalier manquant. Quoi qu'il en soit, lorsque parut Nécropole royale, l'électeur était tout disposé à accueillir favorablement le jugement émis répétitivement tout au long de la publication de ce que les auteurs appellent le grand sarcophage. Le plus beau des monuments funèbres de l'Antiquité d'aujourd'hui, écrit par exemple Hamdi Bey. Quant à Théodore Reynac, il est non moins élogieux, même s'il prend du champ par rapport à l'enthousiasme du vulgaire. Je cite, vous l'avez sous les yeux. « Nous voici arrivés, dans notre pèlerinage à travers la galerie des tombeaux de Sidon, au monument que l'opinion populaire, toujours avide d'étiquettes retentissantes, a dès le premier jour décoré du titre pompeux de sarcophage d'Alexandre. Pour le grand public, celui-ci est et restera le joyau de la collection. Il ne manque pas de bonnes raisons pour justifier cette préférence. Ses dimensions extraordinaires, la magnificence de son décor, l'éclat de sa polychromie, le précise d'une exécution à la fois fouillée et passionnée, mettent réellement ce monument hors de pair. Sans entrer dans tous les détails qui nous mèneraient trop loin, y compris trop loin en arrière, la question que l'on peut se poser est la suivante. Au regard des dossiers documentaires alors disponibles, qu'apportait de nouveau le monument en question? Même si, avec les commentateurs de la fin du XIXe siècle, nous écartons tout de suite l'hypothèse qui aurait voulu attribuer à le tombeau à Alexandre lui-même, les scènes de guerre et de chasse, ici la scène de guerre, sur chacun des grands côtés étaient de grandes nouveautés, dans la mesure où s'entendait pour y reconnaître Alexandre en haut à gauche, ici vous l'avez en gros plan ici. Était-ce vraiment un portrait au sens strict du conquérant? Là-dessus, les avis divergeaient, puisque, mis à part les effigies monétaires dont Théodore Reynac ne cesse d'insister sur le fait que ce ne sont pas des portraits réalistes, l'on ne pouvait guère comparer qu'avec l'Hermès du Louvre, qui avait été donné à Bonaparte. Et là-dessus, Théodore Reynac exprimait son scepticisme. L'on sait que, malgré une découverte, paraît-il, sensationnelle il y a quelques années, la discussion sur les premiers portraits d'Alexandre est toujours aussi active aujourd'hui. Plus important, tous les commentateurs ont évidemment établi un ou des rapprochements immédiats avec un autre monument qui était bien connu, la mosaïque trouvée à Pompéi à l'automne 1831 et qui avait donné lieu à de multiples répliques. Vous avez ici donc au second plan donc un dessin de la mosaïque de Naples, dit mosaïque d'Alexandre évidemment comme le sarcophage dit d'Alexandre, qui a été fait dressé par Niccolini dans un livre de 1832, et ici une peinture faite d'après le dessin d'un peintre napolitain, Michele Mastracchio. Malgré la certitude affichée par Hamdi Bey, la comparaison entre les portraits ne fait pas beaucoup avancer la discussion. Il en fit de même de bien d'autres identifications, y compris une interminable discussion sur l'identité de l'occupant du sarcophage. Puisqu'il ne s'agissait pas d'Alexandre, de qui s'agissait-il? Les différentes hypothèses furent rappelées par Gustave Mundell dans son catalogue de 1912. Contre la position affirmée par Hamdi Bey, qui estimait que le sarcophage avait bel été bien préparé pour Alexandre, puis capturé à sa mort, et en dépit de l'ingéniosité sans limite des raisonnements historicistes, Mundell concluait ainsi. Nous n'assistons pas sur ces constructions érudites à qui manque malheureusement toute solidité. Il ajoutait plus loin, il est vain de vouloir se servir des reliefs du sarcophage
pour retrouver le nom de celui qui fut enterré et d'y chercher le souvenir d'événements particuliers. Faut-il préciser que depuis cette date, la discussion n'a jamais cessé. Je ne ferai pas l'inventaire. Disons simplement que depuis la découverte, un consensus s'est formé, mais ce que j'appellerais un consensus mou, pour considérer que le personnage inhumé pourrait être Abdalonim, auquel Alexandre avait confié la royauté de Sidon après la destitution du roi qui était resté fidèle à Darius. Mais d'autres identifications sont proposées périodiquement. Je n'en ferai pas la liste. Au total, on ne peut identifier avec certitude aucun personnage, sauf Alexandre lui-même, ni le nom de la bataille. Comme sur la mosaïque, il peut s'agir d'Issos ou de Goëmel, voire du granique, ou plus exactement de scènes issues de l'une ou l'autre bataille et réunies sur la même composition. Comme l'a rappelé récemment François Quérel, dans la lignée d'ailleurs de Gustave Mandel, ni la bataille ni la chasse ne sont à proprement parler historiques. Elles sont exaltées là par le donneur d'ordre, très probablement un diadoque, un successeur d'Alexandre, soucieux de s'emparer de l'héritage symbolique du conquérant, tout comme Ptolémée avait su s'emparer de la dépouille d'Alexandre. De quel diadoque s'agit-il ? Là encore, l'incertitude demeure, à l'instar de l'identité du diadoque qui a commandé la peinture de la bataille d'Alexandre, qui fut à l'origine de la mosaïque de Naples. On en a cherché à identifier le personnage qui est à droite de la bataille, là, qui est un Macédonien, qu'on appelle toujours, je ne sais pas pourquoi, le vieux capitaine. Bon, il doit paraître vieux, enfin, il paraît vieux d'ailleurs, et qu'on a cherché à identifier Antigone de Borne, mais d'autres noms ont été donnés, et on va arrêter là la valse des hypothèses gratuites. Le sarcophage, bien qu'il ne fût pas d'Alexandre, qu'il ne fût seulement que dit d'Alexandre, n'en perdait pas pour autant sa valeur documentaire. 3 points particulièrement importants doivent être introduits, même sommairement. L'un qui relève plus spécifiquement de l'histoire d'Alexandre, l'autre qui s'insère de l'histoire d'Alexandre, de l'histoire de ses successeurs, l'autre qui s'insère dans l'histoire des représentations artistiques, le troisième qui concerne les choses perses proprement dites. Le premier point concerne donc... Le premier point, donc, concerne la place des Perses dans la composition des différents panneaux et leur relation avec Alexandre et avec les Greco-Macédoniens. Quelques commentaires suffiront à exposer le problème, à défaut d'en préciser les solutions dans tous leurs détails. Il suffit d'abord de comparer en synoptique les 2 grands panneaux que vous avez ici. Sur l'un, les Perses et les Macédoniens s'opposent les armes à la main dans la bataille, alors que sur l'autre, au contraire, on les voit collaborer les uns à côté des autres lors d'une chasse au lion. Il y a donc là une évidente volonté de faire référence, dans une période qui suit immédiatement la mort d'Alexandre, à la politique iranienne d'Alexandre, qui, après les avoir vaincus sur le champ de bataille, appela les anciens collaborateurs de Darius à travailler autour de lui. Doit-on en induire des informations sur l'identité du commanditaire, qui pourrait être un Perse rallié, voire Abdalonim? Répétons-le, personne ne peut l'établir avec certitude. Je m'en tiens donc à l'expression utilisée par Théodore Reynac en 1892, qui dit qu'il vaut mieux parler simplement d'une manière anonyme du tombeau du rallié, donc de quelqu'un qui s'est rallié à Alexandre et qu'il a voulu exalter sur ensuite la politique iranienne d'Alexandre, la politique de collaboration avec les élites iraniennes. Mais je rappelle qu'Abdalonim lui-même n'est pas un Iranien. Deuxième point, signalé dans son rapport par l'ingénieur en chef Béchara Effendi dès après la première découverte, ce qui a frappé tous les observateurs et les analystes, c'est la polychromie des reliefs. Dans son catalogue de 1912, Gustave Mandel en a fait un relevé d'une extrême précision, détaillant pour chaque partie du corps, des corps de chacun des composants, la couleur qui était utilisée par le peintre. Et dans un article de la Gazette des Beaux-Arts de 1892, Théodore Reynac y consacrait plusieurs pages très denses, élaborées à partir d'une analyse autoptique, ce qui veut dire avant que Hamdi Bey ait donné ses propres analyses.
Vous en avez quelques illustrations sur l'écran. Comme l'a souligné Zeynep Çelik dans un livre récent que j'ai déjà cité, les sarcophages sidoniens, plus particulièrement le sarcophage dit d'Alexandre, mais pas le seul, offrirent une documentation primaire nouvelle sur une discussion en cours sur l'usage de la polychromie dans l'art classique. Les discussions étaient déjà très, très actives, dans le même temps que les découvertes nombreuses en Mésopotamie et à Suse faisaient comprendre que la discussion était indissociable de celle qui avait lieu chez les archéologues de l'Ancien Orient. On comprend aisément qu'en étant plus proche de nous, les archéologues étaient tentés de restaurer les couleurs, comme dans cette scène de combat du côté nord. D'ailleurs, la photo n'est pas très bonne, j'avais une meilleure, j'ai dû me tromper dans la manipulation. Troisième point, je vais rester sur ce panneau, celui qu'on voyait dans la scène de la sortie du sarcophage depuis le souterrain. Troisième point, même si les analyses étaient concentrées de manière privilégiée sur le sarcophage en tant que témoin de l'art grec classique, le sarcophage d'Alexandre nourrissait aussi le dossier de la représentation des Perses et la question de sa valeur documentaire. En bref, s'agissait-il vraiment de Perses vêtus comme des Perses ou de Perses d'opérette? Les commentateurs ont souvent souligné la cohérence de certaines images de sarcophages avec des réalia achéménides, par exemple les tapis de sel que vous voyez ici décorés d'animaux qui font penser à des tapis de sel réellement découverts dans des kourganes sibériens. Ce même relief a un autre détail fort intéressant que vous voyez mal sur ces photos, je vais revenir. Il fut relevé en son temps par les archéologues. Il s'agit du bouclier qui, à gauche, est levé par le Perse Fantassin. Voici ici un relevé fait par Mendel en 1912. Vous avez une scène qui est dessinée et peinte à l'intérieur du bouclier brandi par le soldat perse. Vous avez ici, vous ne voyez pas mieux ici d'ailleurs, et il est tout à fait clair que cette scène, que vous allez mieux voir maintenant, voilà un dessin qui a été fait après des analyses complémentaires à l'aide de rayons X et produit par Von Greve en 1987. Donc vous avez une scène, typiquement une scène de l'audience royale. Vous avez donc le roi assis sur son trône, derrière lui un paire de parasol ou de chasse-mouche plus exactement, et devant lui un personnage qui s'incline devant le roi, selon le rite connu par les auteurs grecs comme celui de la proskynaise. Et c'est une scène que vous voyez représentée aussi bien au centre de l'Empire à Persépolis que dans les provinces, ici, la même scène, ou presque la même scène, sur des empreintes de Daskylion étant la capitale de la satrapie de Phrygie Hellespontique au nord-ouest de la Turquie actuelle. Cette précision documentaire n'est pas sans poser des questions sur l'identité de l'artiste ou des artistes et sur l'auteur des cartons qu'ils ont pu utiliser. Pour conclure, pour élargir ce trop rapide tour d'horizon, malgré l'ancienneté de la découverte et en dépit des flots de littérature scientifique produite depuis 1887, le sarcophage d'Alexandre reste un document d'une valeur heuristique exceptionnelle. Et aujourd'hui, son intérêt est renforcé par des publications documentaires récentes de monuments trouvés dans des provinces de l'Empire achéménide, dans les provinces occidentales de l'Empire achéménide, qui sont aussi des provinces de la République turque. En effet, ces documents mis au jour dans les 20 dernières années suggèrent de nouvelles analyses comparatives, quand bien même les monuments que je vais présenter sont antérieurs au sarcophage dit d'Alexandre. Voici les trois. En haut à gauche, le sarcophage de Tchan, publié au début de 2000-2001, trouvé donc dans le tumulus de la vallée du Granic, dans la satrapie de Phrygie Hellespontique, où on retrouve donc un sarcophage dont les parois sont sculptées, mais également peintes. Et on trouve également l'alternance d'une scène de guerre où un cavalier iranien, ou du moins vêtu à l'iranienne, portant cuirasse et attaque un fantassin grec qui n'en peut mais qui est en mauvaise posture. Et donc vous voyez ici une reconstitution axonométrique avec la scène de chasse au sanglier ici. Donc vous avez déjà des éléments qui se rapprochent de la technique du sarcophage d'Alexandre. Deuxième exemple, pour la peinture, cette fois-ci antérieure encore, le sarcophage de Tchan est probablement du début du IVe siècle, si tant est qu'on puisse dater précisément. Ici, des poutres peintes trouvées il y a très longtemps
dans un tumulus près de Afyon, le tumulus de Tatarle, dont une bonne moitié avait été exportée illégalement en Allemagne et qui est maintenant reconstituée, qui a donné lieu à une exposition à Istanbul il y a peu de temps, et on en voit donc des scènes également peintes, de scènes perses peintes sur ces parois, y compris d'ailleurs une scène unique d'un roi qui combat un ennemi scythe d'après son bonnet pointu rouge. Enfin, un document totalement inédit encore, malheureusement, c'est une tombe trouvée à Milas, en Carie, non loin de Bodrum, pour donner une référence touristique. Une tombe absolument extraordinaire, avec des peintures, un sarcophage avec des personnages, et la technique même rappelle de la technique du sculpteur du sarcophage d'Alexandre. Je rappelle très vite à ce propos l'intuition savante de Mendel, qui, à propos du sculpteur du sarcophage d'Alexandre, privilégiait la piste carienne en rappelant l'activité du sculpteur attique Halicarnasse à l'époque de Mosol et de ses successeurs. Et ce sarcophage daterait peut-être de Pixodaros, mais je peux annoncer dès maintenant que les discussions sur l'identité des personnages sera au moins aussi longue, aussi infructueuse que celle qui a présidé à l'identification des personnages sur le sarcophage d'Alexandre. Chacun de ces documents, je termine, est aujourd'hui conservé soit in situ pour la tombe de Milas, soit dans des musées, le sarcophage de Tchan à Tchanakale, y compris donc les poutres de Tatarle, au musée d'Afyon. Là où il repose depuis plus d'un siècle, Osman Hamdi Bey peut être satisfait. Le sarcophage d'Alexandre n'a rien perdu de son caractère exceptionnel et la politique archéologique et muséale qu'il avait préconisée pour son pays continue de produire ses effets bénéfiques. Merci beaucoup.